Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Les experts de l'IMO, c'est tous les vendredis. Marie Cœur de Roy vient de nous rejoindre. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à bien. Super bien, c'est vendredi forcément. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés également de Bérénice Desvilles-Fournieu. Bonjour Bérénice. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste à Radio IMO. Et puis Romain Villain, le directeur général de Hero. Bonjour. Romain. On le fait comme ça, ouais. Oui, Hero, H-E-E-R-O, une plateforme qui informe et conseille sur la rénovation énergétique. Et ça nous intéresse parce qu'aujourd'hui, c'est au programme. Mais nous sommes aussi avec vous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Vous participez à notre antenne, vous nous écrivez vos messages direct à bfmbusiness.fr ou bien par SMS au 7 32 16. Le mot business suivi de votre question, peut-être sur un DPE, une réflexion sur les aides MaPrimeRénov'. Vous nous envoyez votre message précédé par le mot business, comme Pierre, Mathieu et Dominique, à qui nous allons répondre dans cette émission. On va commencer par quoi, Marie ? MaPrimeRénov', je trouve que Lorraine, vous l'avez bien avancé, MaPrimeRénov'. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des annonces cette semaine. On sait qu'ils vont rallonger un tout petit peu la sauce au niveau du gouvernement et de l'État, donc pour mettre un peu plus d'argent dans MaPrimeRénov'. Mais du coup, comment ça va être dispatché ? Ça a été le gros sujet, la grosse question. Romain, forcément, je m'adresse à vous pour démarrer. Ce sont des bonnes nouvelles, là, ce qu'on nous a annoncé sur MaPrimeRénov'? Alors, plutôt des très bonnes nouvelles pour les Français. Voilà déjà un chiffre, le budget, il augmente de 1,6 milliard pour atteindre 5 milliards d'euros en 2024. Donc c'est vraiment... En tout et pour tout, on va avoir 5 milliards d'aides distribuées via sur MaPrimeRénov'. Ouais. Donc c'est considérable. Deuxième bonne nouvelle, c'est l'orientation qui est prise. On est clairement sur une orientation d'accélération de la décarbonation du logement, notamment pour atteindre les objectifs d'ici 2030, d'éradiquer un maximum de chaudières fuel, avec un objectif d'atteindre les 70% de chaudières fuel remplacées. Ouais, alors ça c'est une bonne nouvelle. Après, donc, on veut essayer de favoriser les pompes à chaleur. Ça fait partie effectivement de ce qui a été annoncé. De quelle manière vous avez interprété ça ? Est-ce que vous pensez que vraiment ça peut fonctionner ? Alors effectivement, il va y avoir un coup de pouce pompe à chaleur RO. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle qui va s'adresser aux ménages les plus modestes, qui devrait s'élever à hauteur de 2 000 euros. Le message derrière ces annonces, c'est que le gouvernement parie très clairement sur le développement des pompes à chaleur, tout simplement parce qu'elles présentent plusieurs avantages. Déjà, elles sont une réponse rapide à la décarbonation, rapide à mettre en place, peu coûteuse. On est sur 12 000, 15 000 euros de panier moyen pour installer une pompe à chaleur. Et puis, avantage quand même important, c'est que généralement, on n'a pas besoin de quitter son logement pour installer une pompe à chaleur. Et on peut gagner une étiquette de DPE, voire plusieurs. Donc, voilà. Mais là, enfin, on est sur de la théorie, de la pratique, Bérénice. On en parlait hors antenne. Les gens qui ont une chaudière au fioul, visiblement, ils sont pas hyper enthousiastes à l'idée d'en changer. Eh bien non, j'ai appris ça hier. Il y avait les résultats du baromètre, du 7e baromètre publié par Qualitel. Alors, on en reviendra tout à l'heure. On en parlera. C'est une association totalement indépendante. Et parmi ce sondage, il y avait une question notamment donc sur le changement des chaudières au fioul. Et 76% ou 72%, pardon. C'est énorme de des Français n'ont pas prévu, ne veulent pas changer leur chaudière au fioul. Alors, pour quelle raison ça c'était pas expliqué dans le sondage, mais en tout cas, c'est assez frappant comme d'ailleurs, on a beaucoup d'ambition, mais derrière, encore faut-il que... faut encore convaincre les Français. Et d'ailleurs, on a une question, Lorraine, au sujet des pompes à chaleur, je crois. Je vais prendre la parole pour Jean-Baptiste, qui nous a écrit « J'ai l'impression que l'État veut plus que jamais nous inciter à installer des pompes à chaleur, mais comme la plupart des Parisiens, je vis dans un appartement. Comment faire ? Est-ce possible d'installer une pompe dans du collectif ?» Donc la question est pour moi. Oui, Romain, on a nos yeux qui se sont rivés sur Romain de chez Hero. Qu'est-ce qu'on fait, Romain ? Pour répondre à Jean-Baptiste, la question c'est est-ce qu'on peut installer une pompe à chaleur dans une copropriété ? En fait, en théorie, la réponse c'est bien oui. Il y a même deux manières d'installer une pompe à chaleur dans une copropriété, soit de manière collective, et du coup la pompe à chaleur vient alimenter en tant que chauffage central l'ensemble des appartements, soit de manière individuelle, notamment avec les pompes à chaleur RR, qu'on peut voir sur certaines façades, qui sont des ventilateurs qui permettent d'apporter la chaleur, mais aussi d'apporter de la climatisation pour le confort d'été. Et ça, c'est aussi la grande nouveauté des annonces, c'est qu'il y a des mesures pour lutter contre les bouilloires thermiques. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des passoires et moins des bouilloires, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est une nouveauté depuis cet été, qui a été pas mal reprise, mais là, à partir de l'année prochaine, on devrait avoir des aides MaPrimeRénov' pour financer des pompes à chaleur RR et également pour financer des films solaires sur les
vite, voilà, pour réduire l'impact. Bon, là, on s'écoute depuis tout à l'heure. Finalement, c'est que des bonnes nouvelles. Bon, il y a quelques frilosités, mais en vrai, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a quand même quelques mauvaises nouvelles sur les annonces. Ouais, tout à fait. Je regarde toujours Romain parce qu'à chaque fois, j'ai envie de lui faire mal. Ce qui fait pas mal de débat voilà, dans la profession, c'est que la mesure importante, c'est que les propriétaires de passoires énergétiques, donc les logements F et G, en fait, seront contraints, pour percevoir MaPrimeRénov', seront contraints de faire plusieurs gestes. Donc ça, c'est nouveau. Attendez, les 2024. monogestes, alors qu'on disait que justement MaPrimeRénov', on faisait juste un tout petit geste, un petit truc, et puis après c'était fini, et c'était l'immense majorité de ceux qui bénéficiaient de MaPrimeRénov'. Là, vous êtes en train de me dire qu'en fait, c'est deux ou rien, quoi. Alors exactement, c'est pas voilà, pour être très concret, c'est par exemple installer une pompe à chaleur, mais aussi en amont isoler. Alors isoler soit les combles, soit les murs. Donc c'est plutôt une mesure. Voilà, c'est plutôt une mesure qui va dans le bon sens. Maintenant, tous les propriétaires de passoires énergétiques, qu'ils soient occupants ou bailleurs, n'auront pas forcément les moyens de financer le reste à charge. Parce que si on prend des exemples très concrets, qui ont été d'ailleurs communiqués par l'Agence nationale de l'habitat, voilà, sur un ménage à revenus très modestes, donc on parle d'un couple avec un enfant avec des revenus inférieurs à 28 000 euros par an, voilà, hein. ils vont pouvoir être financés à hauteur de 90% de la rénovation globale. Donc ça a clairement très très fortement augmenté par rapport au budget 2023 sur une enveloppe travaux maximum de 70 000 euros. Donc il va rester 7 000 euros à financer. Quand même, quand on a ce budget, quand on a ces revenus, ça reste important. Et ça reste un frein. Et il y a un Exactement. point aussi à préciser, c'est que certaines banques ne jouent plus le jeu également. Hein. C'est ce que nous ont confié les syndicats, plusieurs syndicats de l'immobilier. Les banques ne prêtent plus aussi pour ce reste à charge. Justement, Bérénice, ça fait partie des freins, tout ça. Bien sûr. Ouais, il y a beaucoup de freins, c'est-à-dire qu'on dit. Le premier, c'est l'argent. Les Français n'ont pas l'argent. On est en pleine période d'inflation. C'est vrai que ça nous tombe dessus. Bon, je parle essentiellement pour les propriétaires bailleurs, mais forcément, l'argent est le premier frein. Et la question du financement aussi, ça fait partie des freins. Oui. Et c'est pas le seul. Enfin, j'ai envie de Alors l'autre frein, c'est aussi, vous parlez de MaPrimeRénov', il y a aussi les CE, les certificats d'économie d'énergie. Et c'est vrai que les Français, ce qu'il en ressort, c'est que les Français sont perdus face à toutes ces aides. Alors le gouvernement a mis en place France Rénov' avec un numéro vert, voilà, etc. Mon accompagnateur Rénov'. Et c'est ça, mais on est quand même perdus, il faut le dire. Les professionnels sont perdus également, les artisans sont perdus, voilà. Et puis, ce qui nous rassure pas, c'est les cafouillages du gouvernement qui ont eu lieu ces derniers temps. Sur le calendrier notamment. Sur le calendrier, alors le fameux calendrier fixé, je le rappelle, par la loi Climat et Résilience, d'interdiction à la location des passoires thermiques et puis des logements mal notés, puisque ça s'enchaîne après. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, a dit fin septembre qu'en effet, il fallait décaler ce calendrier, que, en tout cas, personnellement, il y était favorable. Le lendemain, en Conseil des ministres, ah non, il n'y aura aucun décalage de ce calendrier. Bon, très bien, un faux espoir. Et puis là, cette semaine, dans la presse, il a à nouveau dit, je dis ce qu'il a dit exactement, changeons ce DPE, ce fameux DPE. Donc là, il parlait du diagnostic de performance énergétique. De l'outil. Plus que du calendrier. C'est ça, mais qui permet de donner une note pour le calendrier. Lorraine me disait hier qu'on avait une question d'auditeur qui nous demandait quel était le calendrier. Est-ce qu'en 2034, c'était les DLE? Ah oui, on peut rappeler le calendrier? En 2025, donc ça a déjà commencé. En 2023, c'était les pires G, donc vraiment les pires passoires thermiques. 90 000 logements. C'est ça. En 2025, ce sera tous les G. Ensuite, un peu plus de 600 000. Ouais, voilà. C'est bien. En 2000, Non, c'est bien, on se complète. Vous avez vu, on est complémentaires. En 2028, ce sera les F. Combien? Et en Combien 2034, Ah, bah voilà. ce sera les E. Voilà, on terminera avec les E en 2034. Donc, pour la question qu'on nous avait posée, si en 2034, c'était les D qui étaient interdits, non, les D, ce sera la moins mauvaise des bonnes notes. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais en gros, a priori, D, pour l'instant, on n'est pas sur. Ça sera la question des. Mais on imagine 2050. Que ça va se poursuivre également. Voilà. Mais pour l'instant, 2034, c'est E. Max, pour l'instant, qu'on fait sortir. Pas D encore, c'était ça la question. Donc, donc on voit que le DPE va être de plus en plus important, vraiment crucial, puisque pour être financé par MaPrimeRénov' en geste par geste, on va devoir, en tant que bénéficiaire, présenter un DPE. Sauf que là, pareil, le gouvernement n'a pas l'air d'être d'accord. Selon Bruno Le Maire, ce DPE n'est pas fiable, alors que le ministre du Patrice Vergret, le ministre du Logement, lui a répondu que si, c'était un outil fiable. Donc là encore, il y a une mésentente, il y a un bras de fer avec le gouvernement. Je vous propose de continuer à parler du DPE et de répondre aux questions qu'on a reçues. On va juste marquer une rapide page de pub au programme DPE. Investissement dans passoire / bouilloire thermique, ce sera quelques-uns
un des sujets qu'on abordera avec Bérénice Deville-Florio de Radio Imo, avec Romain Villain de Hero et avec vous, Marie Cœur de Roi, juste après la pub. À tout de suite. Parler de ce DPE qui vous soucie et surtout ce qui vous soucie, c'est cette fiabilité qui est tout le temps remise en question. Alors je vais vous citer Pierre, un de nos auditeurs qui est propriétaire en banlieue parisienne d'un pavillon. Il nous écrit: comment fait-on pour faire la rénovation par l'intérieur sachant que le bien est loué? Il nous parle évidemment de son bien. Il n'existe pas de congé pour rénovation, aucune solution pour les propriétaires bailleurs comme moi. Concernant le diagnostic, celui-ci est opaque. Pour le moins. Donc c'est une vraie bonne question que beaucoup de bailleurs se posent. Alors la loi est très stricte par rapport à ça. Sur un bail en cours, le propriétaire doit pouvoir accéder au logement pour réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement. Même s'il y a un locataire en place. Ah oui. Voilà, exactement. Alors sauf le samedi, sauf le dimanche et sauf les jours fériés. Maintenant, la pratique est plutôt d'envoyer que le propriétaire bailleur envoie une lettre à son locataire, explique la démarche, explique les travaux qui vont être réalisés, à quelle période, et qu'ensuite ils se mettent d'accord sur un mini congé ou bien un aménagement de l'appartement permettant de réaliser les travaux. On va dire les choses concrètement. S'il y a mini congé, ça veut dire aussi qu'on fait une ristourne sur le loyer, on est d'accord, hein? Oui, et la loi dit d'ailleurs qu'à partir de 21 jours de travaux, doit y avoir une ristourne sur le loyer. À moins, il n'y a pas forcément? Non. Et alors, juste de l'aspect pratico-pratique, quand on fait une isolation par l'intérieur, puisque c'est la question vraiment de Pierre, on peut quand même habiter dans le logement. En fait, ça dépend. J'imagine que ça dépend effectivement de l'isolation, de la surface à isoler, Du mois dans l'année, voilà, du climat, de la région. Exactement. Ça dépend de Ils font mur toute une par série mur, de critères. j'imagine. Enfin, non? Comment ça se passe? On fait tout. Oui, alors déjà en appartement, rares sont les vraies rénovations globales, mais c'est plutôt de manière ciblée. Soit on est sous les toits et du coup on peut isoler les combles, soit on est sur une isolation des murs ou une installation de pompe à chaleur air-air et donc sur la façade, et dans ce cas ça ne pose aucun problème au niveau de l'intérieur du Après, logement. en tant que propriétaire bailleur, ce qu'il faut vraiment mettre en avant pour son locataire, c'est qu'au final, ce sera lui le gagnant dans l'histoire, puisque c'est lui qui va réduire ses consommations d'énergie. Surtout sur l'isolation, parce qu'on rappelle, là aussi c'est important, c'est bien de changer son système de chauffage, mais si on n'a pas isolé au préalable, parfois, ça ne sert à rien ou à pas grand-chose. Donc effectivement, je m'adresse à Pierre directement et lui dis que pour le coup, ces travaux d'isolation, il faut qu'il les fasse, surtout si derrière il veut changer son système de chauffage, sinon il aura investi éventuellement dans une pompe à chaleur pour pas grand-chose, et donc ça serait bien dommage. Enfin, Pierre, on espère qu'il va pouvoir faire ses travaux, parce que l'autre sujet, et pas des moindres, c'est la pénurie ou de la sursaturation des artisans et des... Oui, c'est ça, sursaturation de demande, Lorraine, et à côté de ça, on n'a pas les artisans. On rappelle quand même à nos auditeurs et téléspectateurs, vous voulez faire des travaux, vous voulez bénéficier de ma prime rénov' ou des certificats d'économie d'énergie, il vous faut des artisans labellisés RGE. Il y en a combien, Romain? 62 000 en France, et malgré les ambitions qui sont en très forte augmentation, ce nombre d'artisans RGE ne progresse pas. Donc c'est une vraie contrainte aujourd'hui qui bloque l'accélération de la rénovation énergétique. On estime à 5% des sociétés de bâtiments avec ce label RGE. 5%. Ça a diminué d'ailleurs. Voilà, ça a même un petit peu diminué. Ouais. Si on se concentre sur les professions vraiment de la rénovation énergétique, on estime à environ 15%. Et ça, en fait, on est en France sur des disparités régionales très importantes. Il y a certaines régions où il est presque impossible d'accéder à un artisan RGE, et du coup ça rend impossible l'accès aux aides, et surtout ça a un effet inflationniste sur le prix des travaux aussi. Oui, c'est ça, c'est que du coup les seuls qui seront labellisés et que j'arrive à choper, de fait ils seront beaucoup plus chers. Donc on attend des mesures sur ce sujet. On pense que c'est vraiment un sujet à prendre. Est-ce que on peut imaginer des aides pour financer, parce que ça a un coût en fait cette certification RGE pour les artisans, donc est-ce qu'on peut imaginer des aides et c'est compliqué à obtenir totalement aussi, hein. Ouais, ça prend un certain temps. Il faut 2 jours. Il faut pouvoir se libérer 2 jours dans l'année. Donc voilà, est-ce qu'on peut imaginer que qu'il y ait des aides publiques, voilà, pour financer et orienter davantage d'artisans vers cette démarche. Je vous écoute tous les trois et j'ai envie de demander du coup, est-ce que ça, on parlait investissement, on se disait avec Marie en préparant l'émission au fil des jours, investir dans une passoire thermique, ça va être l'occasion, ça va être l'opportunité. Oui, il va y avoir plein de ventes. Voilà, il va y avoir plein de ventes, etc. Alors tout à l'heure, vous avez introduit un nouveau concept, celui de bouilloire thermique. Mais comment on fait pour envisager d'investir en sachant qu'il va y avoir pénurie
d'artisans. C'est même si je veux bien faire, est-ce que je vais réussir à le faire, quoi. Ouais. Et donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir ? Alors la réponse est oui, il y a des contraintes, mais oui, aujourd'hui, il faut même faire vite, il faut investir dans des passoires énergétiques. On le voit avec un marché immobilier qui, dans l'ancien, commence à baisser. Et en fait, il y a des décotes de prix nettement plus importantes sur ces logements en situation de passoire énergétique. Donnez-nous des chiffres, Romain. Oui, des chiffres, c'est que cette décote entre un logement F et un logement D, elle est en moyenne en France de 14%, et ça varie selon les régions de 5 à 20%. Voilà, on peut même dans certains secteur avoir une différence de prix de 25% pour les mêmes caractéristiques de logement. Donc ça peut être une vraie opportunité de réaliser une plus-value. Ouais. Voilà, de réaliser une plus-value et puis de garantir dans la durée un prix locatif intéressant. Et Bérénice, nous, c'est vrai qu'en tant que journaliste, tous les jours, on nous parle de DPE, etc. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont pris le truc un peu à l'envers en nous disant mais en fait, finalement, ça va être une opportunité. En réalité, de votre point de vue, est-ce que vous croyez sincèrement que ça peut devenir aujourd'hui, à date, une opportunité quand on voit le bazar que c'est, et pour le financement, et pour trouver les gens, et pour être fiable au niveau des artisans, au niveau du DPE Et j'ajouterais aussi qu'on peut parler des artisans. Moi, j'ai discuté avec des artisans qui refusent maintenant de faire des travaux de rénovation énergétique parce que, vous savez, il y a eu un couac au niveau des aides qui mettent trop longtemps à arriver et les petits artisans, ils n'ont pas une trésorerie assez conséquente pour tenir le coup. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, c'est vrai que les travaux, ça prend du temps. Ça coûte cher et c'est vrai, vous l'avez dit, les banques ne suivent plus pour des passoires thermiques. Donc ça dépend des endroits, je pense. Après, je pense que pour l'instant, vaut mieux attendre, en tout cas. Enfin, c'est mon point de vue personnel. C'est drôle, hein, parce que vous êtes vraiment, il y en a. Alors il y a Romain qui nous dit précipitez-vous, c'est le moment. J'attendrai, pour ma part, sachant que le marché est grippé, on l'a dit, c'est affaire à suivre. Alors, comme on est pro-business à BFM, moi je dirais investissez sur votre carrière, formez-vous à des métiers en pénurie et devenez propriétaire et artisan en même temps. Et surtout, Voilà. c'est assez méconnu. C'est assez méconnu, mais en tant que bailleur, on peut être éligible à des aides. Donc les certificats d'économie d'énergie, la prime rénov, mais il y a aussi des dispositifs fiscaux. Quand on s'inscrit dans la loi de Normandie, voilà, on peut avoir une réduction d'impôt. Le loc avantage, si on a un niveau de loyer intermédiaire. Voilà, intermédiaire, exactement. Et puis, depuis peu, on a le doublement du déficit foncier jusqu'à 21 000 €. Après, de l'autre côté, il y a aussi l'augmentation de la taxe foncière. À condition d'atteindre l'étiquette D, oui. Il y a d'autres. J'aime bien ce débat. Mais c'est parce que les propriétaires sont. Il y a le Pinel qui n'existe plus. Enfin, il existe, mais version 2.0, c'est pas le Pinel pour moi. Il y a aussi plein de. Enfin, les propriétaires sont quand même assez accablés en France, il faut le dire. Alors, il y a deux grandes problématiques à résoudre. C'est le financement du reste à charge et justement cette trésorerie pour éviter d'avoir à avancer les aides. Et la seconde, c'est la qualification des artisans. Donc, on attend des annonces avant la fin de l'année sur ces deux sujets. Moi, je reste très positif. Il faut, sinon, voilà, ça va encore accélérer la chute des prix d'immobilier et il y a certains biens qui ne seront plus vendables. Ouais, ça c'est une évidence. Justement, enfin là, on parle quand même de nos rapports à notre logement parce que c'est vraiment ce dont on parle en fait. C'est le confort dans notre logement et les économies qu'on peut aussi y faire quand on fait de la rénovation. On l'a très rapidement abordé en début d'émission, Bérénice, le baromètre Qualitel, qui donne un peu et chaque année il y a toujours des éléments hyper intéressants et notamment depuis le Covid, je trouve, sur le rapport des Français à leur logement. Alors justement, c'était le thème de la conférence de presse d'hier, donc c'était le logement, grand témoin des nouveaux modes de vie des Français, parce que c'est vrai que depuis 3 ans, on a eu la crise sanitaire, la crise énergétique, la crise environnementale, là maintenant on est dans une crise géopolitique, la crise économique avec l'inflation. De ce fait, le rapport des Français avec leur logement a vraiment changé. Alors c'est un sondage qui a été réalisé sur 3500 personnes, donc il y a beaucoup de data, ils sont forts pour ça, Qualitel. Donc ce qui en ressort déjà, c'est que la préoccupation des Français depuis un an, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'inflation. Donc ça c'est vraiment le sujet numéro 1. Est-ce que les nouveaux usages des logements depuis la pandémie perdurent ? Oui, certains perdurent. Notamment, depuis 3 ans, on constate que 49% des Français vont moins au restaurant, 46% vont moins au cinéma, 44% vont moins à des concerts, et enfin 27% vont moins faire du sport à l'extérieur. Et à côté de ça... Ça veut donc dire que le logement est plus utilisé et presque s'use davantage aussi. Exactement, Marie, c'est ça. C'est qu'en fait, les Français ont envie de rester dans leur logement, de s'y sentir bien.
bien. Donc ça, c'est vraiment ce que révèle l'étude. 28% commandent plus de repas à domicile, 25% regardent plus des séries, des films, on en parlait tout à l'heure, et 24% font plus de sport chez eux. Donc voilà, c'est pour un gain de temps. Ça, c'est la première raison. Envie d'être chez soi, deuxième raison. Et flexibilité, c'est la troisième raison. Il y a d'autres usages qui ont changé aussi. Le télétravail, on en a beaucoup parlé. 61% des télétravailleurs déclarent faire évidemment plus de télétravail qu'il y a 3 ans. En revanche, est-ce que les logements sont bien adaptés au télétravail? Pas forcément. 22% des télétravailleurs pensent qu'ils ne sont pas assez bien pour télétravailler. Et enfin, moi, le sujet qui m'a le plus marqué, c'est concernant la mobilité douce. Est-ce que le logement est un frein à la mobilité douce? Eh bien oui. Quand on pose la question aux Français, est-ce que dans les 12 prochains mois, vous comptez acheter un vélo électrique ou un vélo standard? Eh bien, à 87%, ils répondent non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la place de le stocker chez eux, en fait. Donc il y a un vrai problème. Et ça augmente quand c'est des gens en appartement. Et il y a un autre truc, moi, que j'ai bien aimé dans le baromètre Qualitel, justement par rapport à ce qu'on disait sur la rénovation et sur l'outil qui est devenu notre logement au-delà d'y vivre, c'est aussi de le rentabiliser. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de gens qui se disent comment je vais pouvoir faire à la fois des économies en faisant des travaux, évidemment, mais pas seulement. Peut-être est-ce que je peux vendre, installer des panneaux solaires et vendre une partie de mon électricité à EDF. Enfin, vous avez quand même d'autres aspirations. Exactement. Ouais. On arrive à se servir aujourd'hui. Notre logement est devenu non seulement là où on dort, mais c'est aussi là où on a des loisirs. Et vous l'avez très bien dit, je trouve, Bérénice, là où on peut faire des économies aussi, là où on travaille. C'est assez drôle sur nos nouveaux usages. Et je trouve que tout se rejoint un tout petit peu sur l'intérêt des experts de l'IMO. J'ai envie de dire, je fais notre autopromo, Lorraine. Bon, on va finir sur une note positive, si vous voulez bien. On a dit que le marché était complètement à l'arrêt, mais on a plein de réalisations écologiques. Oui. Écolo, vertes et surtout inclusives. Vous allez nous décrire un des cas, un des projets. Alors, un des projets, c'est la tour Elitis Arsenal qui a été inaugurée à Dijon. C'est une tour à énergie positive avec des logements, 59 logements, mais aussi 1200 mètres carrés de bureaux. Donc, c'est à usage mixte. Et en fait, cette tour, elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Donc, c'est assez exceptionnel puisqu'il y a en fait 500 panneaux photovoltaïques sur le toit. Et puis, elle est organisée avec des baies vitrées qui captent les énergies naturelles. Enfin bref, les habitants vont être très bien. Ils vont avoir des factures très peu élevées. Et ils vont même peut-être gagner de l'argent, en fait. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a une histoire aussi d'aide, etc. En tout cas, ils vont pas en dépenser beaucoup concernant les factures. Et puis, c'est aussi assez exceptionnel au niveau de l'étalement urbain. Vous savez qu'on en parle beaucoup en ce moment. La tour fait 17 étages et en fait, sur le sol, elle a une emprise que de 250 mètres carrés. Donc c'est assez exceptionnel, elle est très longue, très haute. Et ça prouve que dans nos modes de construction aussi, on arrive à s'adapter à la nouvelle donne. Techniquement, une baie vitrée qui ne fait pas surchauffer la maison, vous savez ce qu'il y a comme technologie de... Après, c'est des nouveaux matériaux, mais en tout cas, ça capte la lumière. Alors l'hiver, ça permet de chauffer, et l'été, ça réfléchit. Il y a aussi des stores qui sont réfléchissants, donc qui permettent de refroidir le bâtiment. Donc tout est bien pensé, en fait. Les nouvelles réglementations thermiques, c'est assez incroyable. Mais ce qui est très très drôle aussi, c'est que parfois on a un retour aux sources, et je trouve ça toujours passionnant sur, par exemple, juste un truc bête, les murs blancs, hein. Et il y a pas mal de... Non, mais c'est vrai. Non, mais l'autre fois... les toitures. Non, mais... On peut repeindre les toitures. Non, mais c'est quand même dingue. C'est que parfois, on n'y pense pas. Mais fut un temps, les gens y pensaient, en fait. Dans le sud, les gens y pensent. Les gens y pensent. Vous allez en Grèce. Enfin, voilà, il y a quand même aussi... Voilà. On perd le bon sens. Mais bien sûr, mais tout comme la géothermie, moi, c'est un truc que je redécouvre, alors que, bon, les gens qui m'écoutent et qui connaissaient vont dire, elle est idiote, celle-là. Mais quand même, le simple fait, les fameux puits où on va aller chercher, capter la fraîcheur des sous-sols pour la diffuser à l'intérieur de l'habitat. En fait, c'est un truc qui date des Romains, quoi. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit, parfois, on est peut-être parti trop loin, et aujourd'hui, on se voit avec les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, qu'il y a des constructions assez incroyables et qui sont pas forcément ultra